مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في المغرب من واشنطن. Bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Parmi les différences majeures entre l'administration de Donald Trump et celle de Joe Biden figure le dossier de la politique américaine en matière des droits de l'homme. Contrairement à Joe Biden, Donald Trump n'a pas accordé beaucoup d'attention à ce dossier. L'actuel locataire de la Maison-Blanche voit dans le respect des droits de l'homme un facteur indispensable lors de l'évaluation des relations bilatérales des États-Unis avec leurs partenaires et alliés internationaux. À la mi-mai, Amina Bouayache, présidente du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, s'est rendue à Washington pour mettre en avant, devant les responsables américains, les mesures prises par le Maroc dans ce domaine. Au cours de sa longue carrière, Amina Bouayache a été directrice de l'Organisation marocaine des droits humains, secrétaire générale de la Fédération internationale des droits de l'homme et ambassadrice du Maroc en Suède et en Lettonie. Elle a également été membre de la commission consultative de révision de la Constitution. Amina Bouayache s'intéresse beaucoup au dossier des prisonniers politiques, aux droits des réfugiés et des migrants, aux droits des femmes et à l'abolition de la peine de mort. La présidente du Conseil national des droits de l'homme a rencontré à Washington et à New York des membres du Congrès des États-Unis, des hauts fonctionnaires du département d'État et des militants des droits de l'homme des organisations internationales. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Amina Bouayache, pour discuter de ce sujet et avoir de première main un exposé sur l'état des droits de l'homme au Maroc et les derniers développements des relations maroco-américaines. Mais avant d'échanger avec elle, écoutons d'abord ce qu'a dit le roi Mohamed VI en 2011 sur l'importance des droits de l'homme au Maroc. Nous avons décidé d'entreprendre une réforme constitutionnelle globale sur la base de 7 fondements majeurs. Premièrement, la consécration constitutionnelle de la pluralité de l'identité marocaine unie et riche de la diversité de ses influents, et au cœur de laquelle figure la mazérité, patrimoine commun de tous les Marocains sans exclusive. Deuxièmement, la consolidation de l'état de droit et des institutions, l'élargissement du champ des libertés individuelles et collectives et la garantie de leur exercice, ainsi que le renforcement du système des droits de l'homme dans toutes leurs dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales et de développement. Cela devrait se faire notamment à travers la constitutionnalisation des recommandations judicieuses de l'instance équité et réconciliation, ainsi que des engagements internationaux du Maroc en la matière. Je pense que le discours du roi nous donne une idée claire de l'importance des droits de l'homme au Maroc et de la considération que le souverain accorde à cette question du respect des droits du citoyen marocain. À l'accoutumée, nous commençons la discussion avec le chroniqueur de l'émission, Georges Lindrit, mais cette fois-ci, Georges, je vais m'adresser directement à Amina Bouayache, puis nous reviendrons vers vous et vers Mark Feifel, notre second invité. Merci Amina Bouayache d'être parmi nous aujourd'hui dans le cadre de cette émission. En tant que président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, votre visite à Washington démontre avec une certitude absolue à quel point le Maroc est engagé dans le cadre du renforcement des droits de l'homme. Pourriez-vous nous éclairer sur la teneur des échanges que vous avez eus ici aux États-Unis et sur votre appréciation de cette visite ? أولاً على المستوى ديال في مدينة نيويورك كان بالأساس. Nous avons mis en avant à New York le rôle des institutions nationales des droits de l'homme en matière d'accès à l'information sur la migration. Il s'agissait principalement de l'examen périodique afin d'évaluer le travail du pacte mondial sur les migrations. Nous avons présenté une intervention dans une assemblée plénière sur l'importance de l'accès à l'information pour les migrants via une plateforme créée par notre Alliance mondiale des INDH. De nombreuses réunions ont également eu lieu avec des organismes internationaux et des organisations des Nations Unies. متعددة مع هيئات ومنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة. فيما يخص واشنطن أولا
Quant à notre visite à Washington, nous avons discuté en tant que présidente du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, au sein du département d'État, une multitude de questions, y compris la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour faire avancer l'agenda des réformes de Sa Majesté le roi Mohammed VI sur des sujets tels que les libertés d'expression et d'association, les réformes de la justice pénale, les droits des femmes et l'égalité des sexes. Ces réunions ont donc toutes été productives. En tant que Conseil national des droits de l'homme, nous sommes une institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l'homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu'à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et citoyens, et ce dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière. Quels sont, selon vous, les défis les plus importants auxquels vous êtes confrontés sur la question des droits de l'homme au Maroc? Écoutez, je pense que nous avons pu gérer efficacement plusieurs dossiers au Maroc, comme le cas de certaines violations des droits de l'homme commises auparavant. بالانتهاكات ديال حقوق الانسان المدنيه والسياسيه بالاساس لكن التحدي اظن في نظري الكبير هو اليوم ان هناك Mais le grand défi, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, il y a des libertés qui émergent et prennent chaque jour une place plus importante. Prenons par exemple les réseaux sociaux. Ces derniers sont devenus aujourd'hui le foyer d'un certain nombre de libertés, telles que la liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté d'association et la liberté d'expression. بالأساس المجلس الوطني يدافع على أنه لا يمكن تقييد هذه الحريات وبأن كل ما يمكن أن نعمله هو Alors principalement, le Conseil national des droits de l'homme au Maroc défend ses libertés contre toute restriction et aussi pour les faire avancer au sein des réseaux sociaux. Mais au fond, il faut les restreindre, car il y a aussi un côté négatif quant à ces réseaux sociaux, concernant les discours hostiles, les discours de haine et de violence et les discours de discrimination. التمييز وخطاب التحريض بالأساس على استعمال العنف. Now, you've been one of Morocco's most Vous êtes l'une des plus ardentes défenseuses des droits des femmes au Maroc. Pouvez-vous nous informer sur les avancées les plus importantes pour le statut des femmes et l'égalité des sexes au Maroc? لا يمكن نقول بأنه فيما يخص وضعية المرأة وأساسي في هذه اللحظة وفي هذا الفضاء. Écoutez, la condition de la femme au Maroc a connu des progrès notables à la faveur de nombreux acquis constitutionnels, législatifs, politiques et juridiques. La femme marocaine a fait son entrée au Parlement en 1993. De plus, sa représentativité au sein de l'hémicycle a évolué à travers le temps. À cet égard, je dois noter qu'en 2002, 30 femmes ont été élues pour siéger au Parlement à l'issue des élections législatives. Cependant, à l'issue des législatives 2021, la femme marocaine a obtenu 96 sièges au sein de la Chambre des représentants. Quant aux collectivités territoriales et plus particulièrement au niveau de la présidence des conseils régionaux, il faut savoir que la représentativité de la femme marocaine ne cesse d'évoluer. Permettez-moi de vous donner un exemple quant à la représentation politique des femmes au niveau régional. 3 grandes villes marocaines sont dirigées par des femmes à l'issue des élections du 8 septembre, ce qui est une première dans le royaume. Je parle ici de Rabat, la capitale du royaume,
Casablanca, la capitale économique, et Marrakech, la capitale touristique. Cette question montre clairement le progrès notable de la femme marocaine dans le champ politique. D'autant plus, les femmes marocaines sont nombreuses à la tête des responsabilités, que ce soit dans les administrations, les entreprises ou les institutions publiques nationales. لما حاول المرحوم عبد الرحمن اليوسفي والوزير الأول آنذاك بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية تعرض هذا الاقتراح إلى معارضة قوية من طرف المحافظين سواء عن طريق الاحتجاجات بالشارع. En ce qui concerne l'arsenal juridique relatif aux droits des personnes, je dois partager avec vous l'expérience marocaine en la matière. En 1998, lorsque feu Abdelrahman Yousfi a tenté de réviser le code du statut personnel, cette décision a été fortement combattue par les conservateurs, que ce soit par des manifestations dans la rue ou dans les médias. Mais lorsque Sa Majesté le Roi a entamé en 2004 la réforme de la Moudawana, cela apparaît comme étant le début d'une révolution juridique et sociale, consacrant l'égalité homme-femme et améliorant le droit des femmes au sein de la cellule familiale. هذا المسار الذي مرتبط بالمجال المرتبط بالمجال. C'était la réforme la plus marquante faisant entrer le Maroc dans une nouvelle ère, celle de la modernité et de la consécration de la femme marocaine en tant qu'individu à part entière. وأنه دائما مساراته وتطويرها تكون ضمن واحد المقاربة ديال التوافق و D'autant plus que le Maroc est une référence dans la promotion d'un islam modéré et tolérant. À titre d'exemple, la profession d'adoul a récemment été ouverte aux femmes marocaines. C'était une grande évolution et un véritable changement inédit dans le monde arabe. Je vous remercie, Amina Boyash, pour votre contribution qui enrichit beaucoup cette émission. En fait, parmi vos intérêts et vos responsabilités, il y a aussi la question migratoire. Les droits des migrants préoccupent non seulement les autorités marocaines, mais aussi en Europe. D'après votre expérience, pensez-vous que le Maroc bénéficie d'un soutien et d'une coopération suffisants de la part de ses partenaires européens pour lutter contre l'immigration clandestine en provenance du Sahel et des pays d'Afrique subsaharienne? Nous écouterons votre réponse après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Amina Boyash, présidente du Conseil national des droits de l'homme au Maroc. Avant la pause, j'ai demandé à notre invitée ce qu'elle pensait de la coopération européenne avec le Maroc sur la question de l'immigration clandestine. Madame Boyash, nous vous écoutons. En fait, il y a aujourd'hui un débat politique entre le gouvernement marocain et l'Union européenne. Nous présentons au Maroc nos observations et nos suggestions à ce sujet, sur la base de ce que nous enregistrons et de ce que nous surveillons. Les migrants africains sont souvent exposés à un certain nombre de violations. De ce fait, la question de leur protection tout au long de leur parcours migratoire est une nécessité. C'est pourquoi nous incitons le gouvernement marocain, dans son dialogue et sa négociation avec l'Union européenne, de prendre en considération la question de la protection des migrants. Ma dernière question, Amina Boyash, porte sur un sujet à controverse.
Nous savons que certains exploitent la question des droits de l'homme à des fins politiques et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme. Ils utilisent les droits humains uniquement pour attaquer le Maroc dans le cadre d'une politique hostile clairement affichée. Êtes-vous d'accord avec cette vision et comment réagir selon vous face à cette situation? كنعرفوا بأنه في المغرب هناك خاصة في منطقة الجنوب المملكة هناك نقولوا صراع. Nous savons tous qu'au Maroc, notamment dans la région sud du royaume, des voix de quelques séparatistes s'élèvent pour dénoncer la mauvaise gestion du dossier des droits de l'homme dans la région. Nous avons un différend régional et les répercussions de ce différend prennent la forme d'atteintes aux droits de l'homme. Bien évidemment, au Conseil national des droits de l'homme et lors de notre plaidoyer auprès des autorités marocaines, nous exigeons que chaque Marocain, quelle que soit son opinion politique, doit être protégé. Je pense que même les opposants à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc sont couverts par la protection. Nous intervenons à ce sujet dans tous les cas d'allégation, que ce soit en urgence ou par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire, qui exerce ses missions d'enquête judiciaire afin de lutter contre l'impunité si ces allégations sont fondées. Donc ces mécanismes liés à la protection des droits de l'homme sont réalistes et efficaces. Chaque Marocain, quelle que soit son opinion, est couvert par la protection de l'État marocain. Amina Bouayache, vous faites partie de ces femmes inspirantes et engagées pour une cause des plus nobles. Nous vous remercions d'avoir été parmi nous aujourd'hui et encore merci pour les efforts que vous déployez en faveur des droits de l'homme au Maroc. Je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de Omar Hillel, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies. Il s'exprime sur la question des droits de l'homme et sur la situation des réfugiés dans les camps de Tindouf. Donc pour nous, nous souhaitons aujourd'hui, avant demain, que le problème soit réglé et que ces familles qui sont séparées puissent se retrouver, soient réunies, et afin de vivre dans le respect, la démocratie, la liberté, le développement et la prospérité, parce qu'ils ont été contraints de perdre 40 ans de leur vie. Beaucoup d'entre eux sont morts dans le désert algérien. Beaucoup d'entre eux ne connaissent rien d'autre que les tentes, le désert et la chaleur. Le Maroc leur offre la démocratie, leur famille, la prospérité et pouvoir participer à l'élan économique de la région, mais également à sa vie sociale, culturelle et surtout politique. George, en écoutant cette déclaration, et après ce que vient de nous dire Amina Bouayache, à savoir que peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, que vous soyez marocain ou pas, tout homme ou femme au Maroc est sous la protection de l'État. J'aimerais vous demander qu'est-ce que cela vous inspire et en filigrane, qu'entendez-vous dans ce message? Well, I think that's foundational to any ordered society that believes in liberty and the dignity of humans. And so I think it's impressive that that's their approach. And they have a history of this. This isn't a newfound position. You could argue even in the face of Nazi aggression during World War II, the king of Morocco demonstrated this by saying he would not cooperate in the efforts of the Nazis to round up. Je pense qu'il est essentiel d'avoir une société qui croit en la liberté et la dignité humaine. D'ailleurs, ceci est exactement le cas au Maroc. Le Royaume a une histoire dans ce domaine et ce n'est pas une position nouvelle. Même face à l'agression nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, le roi du Maroc a refusé de coopérer avec les nazis et de détenir certains citoyens au Maroc parce qu'ils embrassaient la mauvaise religion, comme le prétendaient les nazis. En fait, d'aucuns reconnaissent que les droits de l'homme sont une question de première nécessité. Un exemple de cela est
détail ce que la Russie a fait en Ukraine, où elle justifie ce qu'elle fait là-bas en disant qu'elle protège les droits de l'homme des Russes de souche en Ukraine. De ce fait, je pense que nous devons toujours regarder les droits de l'homme comme indispensables et nous devons également déterminer s'il y a des gens qui exploitent cette question pour porter atteinte à un pays qui se soucie vraiment des droits de l'homme. D'ailleurs, nous voyons que les pays qui parlent beaucoup des droits de l'homme sont parfois les pays qui n'y prêtent pas attention. En revanche, les pays qui ne parlent pas des droits de l'homme sont ceux qui s'y intéressent en réalité. Il faut donc faire une distinction entre les deux parties. And then sometimes, of course, there's countries who talk about human rights and they do care, and they have a strong track record, and so we have to be able to distinguish between the two. Je vous remercie, George, et je me tourne à présent vers un autre invité fidèle de cette émission, Mark Feiflich, qui a été conseiller du président George W. Bush et qui fournit aujourd'hui des conseils dans les domaines des affaires internationales et de la communication. Je voudrais poursuivre la discussion avec vous, Mark, sur la question de la politisation des droits de l'homme. Ce n'est un secret pour personne que certains pays utilisent la question des droits de l'homme pour attaquer d'autres pays. Cette situation s'applique au gouvernement algérien qui continue inlassablement de critiquer le Maroc tout en se voilant la face sur sa propre crise qui, pour le coup, est bien réelle. Qu'en pensez-vous? Adam, it's unfortunate that the Algerians are Malheureusement, Adam, l'Algérie se sert de certains réfugiés à des fins politiques, tandis que le Maroc fait de grands progrès depuis longtemps, surtout récemment avec son soutien en faveur des droits des femmes. Le Maroc est actuellement un pays très puissant, tandis que l'Algérie essaye d'utiliser la question des droits de l'homme à des fins politiques, une méthode utilisée dans différentes parties du monde, et nous l'avons vu en Ukraine. Des citoyens ukrainiens ont été ciblés dans ce que les Russes utilisent comme propagande pour tenter d'inverser le courant négatif auquel la Russie est confrontée. Je pense que ce qui doit arriver, c'est la nécessité d'une participation maximale des Nations Unies. Les Algériens doivent s'asseoir à la table des négociations en coopérant et non en utilisant la désinformation ou en menant des actions négatives pour trouver des solutions communes avec le Polisario afin que la paix puisse être rétablie. Cependant, l'Algérie utilise cette région pendant de nombreuses années pour servir ses objectifs géopolitiques, mais il s'agit d'une stratégie dépassée. Ce sont les citoyens séquestrés dans les camps de Tindouf qui souffrent, et il est temps de trouver une solution définitive à ce conflit régional. Toujours sur le même point, pensez-vous que la communauté internationale accorde suffisamment d'attention à ce que font l'Algérie et le Polisario dans les camps de Tindouf, des camps où des milliers de personnes souffrent de la brutalité de leurs dirigeants? So I think the U.S. has been pretty strong and consistent in not falling for Algerian disinformation or attempts to propagandize. Je pense que les États-Unis ont affiché des positions fortes et cohérentes pour ne pas se laisser abuser par les campagnes trompeuses et les tentatives de propagande algérienne. Je pense également que le plus grand défi concernant la question des réfugiés est que le Front Polisario prend malheureusement des positions profondément préoccupantes dans la zone frontalière. Et j'espère qu'une solution sera trouvée. En fait, des millions de réfugiés fuient l'Ukraine vers la Pologne, la Roumanie et d'autres pays entourant l'Ukraine. Malheureusement, la situation entre l'Algérie et le Maroc se trouve bien éloignée des questions brûlantes actuelles, et ceux qui souffrent actuellement sont les Marocains qui souhaitent de bonnes relations bilatérales avec leurs voisins, sans oublier les séquestrés dans les camps de Tindouf. Durant de nombreuses années, alors qu'ils méritent une vie meilleure et un règlement de situation.
Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. La clairvoyance de notre invité Amina Bouayiache nous a permis de remettre les pendules à l'heure sur cette question des droits de l'homme. Pour conclure, je voudrais rappeler que tous les pays sont confrontés à des cas de violation des droits de l'homme, y compris les États-Unis. Ce qui est important à mes yeux, et aussi pour les responsables américains, c'est que les gouvernements fassent les efforts nécessaires pour résoudre ces problèmes liés aux droits de l'homme. Et il est tout à fait clair, après ce que nous avons entendu aujourd'hui, que le gouvernement marocain est soucieux de faire la lumière sur tous les cas de violation qui pourraient être signalés et de fournir à chaque citoyen tous les mécanismes de la liberté d'expression et de l'exercice de ses droits fondamentaux. Le Maroc, sur cette question des droits de l'homme, est clairement en avance sur certains de ses voisins qui, face au mouvement de protestation populaire, multiplient les arrestations arbitraires, recours à la torture et portent atteinte à la liberté d'expression en fermant des sites et des réseaux sociaux, ce qui n'existe pas au Maroc. La consolidation des droits de l'homme au Maroc, consacrée par la Constitution de 2011 et les importantes réalisations en matière de construction démocratique menées sous la conduite éclairée du souverain méritent toute notre considération. Je tiens à remercier notre chroniqueur Georges Lindrit. Un grand merci également à nos deux invités, Mark Feifley et Amina Bouayiache. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.